En fait, il y a plusieurs directions dans lesquelles je voudrais aller. Peut-être si vous avez une question maintenant, on peut peut-être en prendre une. Une réaction. Oui. En entendant parler depuis Sophie et Alex simplement, j'entendrais quelque chose d'une relation presque analytique entre un réalisateur et son auteur. On parlait de maïeutique, d'accouchement, on parlait de renoncement à un film fantôme, cette douleur qui trouve sa place ensuite dans un film réalisé, tout ça. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vient de moi là que je vous balance, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier dans la façon de penser la relation entre un auteur et un réalisateur? Qui commence. Non, mais je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé tout à l'heure. Tu as dit, je ne sais plus quoi, la salle de montage. En effet, c'est un lieu d'intimité, une chambre à coucher. Enfin, bien tout honneur. Discute, quoi. Un lieu, je ne sais plus ce que tu as dit comme mot aussi, Aria. Oui. De confession, etc. C'est aussi naturellement, enfin là, je ne pense pas que ça tienne qu'à moi, un lieu de confrontation. Oui. C'est un lieu de confrontation, une salle de montage. Et c'est pour ça d'ailleurs, alors là, si on prend votre métaphore de l'analyste et de l'analyser, je pense que, ou alors, je ne sais pas, de papa-maman, enfin, je pense que c'est très bien un moment qu'il y a un tiers qui arrive. Et c'est pour ça d'ailleurs que le producteur, naturellement, que ce soit le producteur, le diffuseur, etc., c'est aussi quelqu'un qui vient mettre un petit peu d'air dans un lieu qui, de fait, je veux dire, physiquement, est extrêmement confiné. Il y a un moment où il faut que ça soit enfermé comme ça, et puis il y a un moment où il faut un petit peu d'air. Et je pense que le producteur est capital pour ça, naturellement. Et c'est aussi un lieu, alors encore une fois, oui, maïeutique, oui, je pense que c'est aussi des rapports de force qui s'inversent sur les jours. Je ne suis pas d'accord du tout. Non, ça peut être un rapport de force. Non, mais c'est parce qu'on n'a jamais monté ensemble, Sophie. Peut-être qu'on ne montera jamais ensemble. Un rapport de force, donc évidemment que la confiance, elle est complètement essentielle. Enfin, entendons-nous bien. Oui. C'est un choix, tout se fait dans le choix, de toute façon. Évidemment, malgré tout, peut-être que j'ai une vision du martial des choses. Je pense qu'il y a malgré tout un petit peu de rapport de force, mais il y a quelque chose qui ne peut se faire qu'à deux. Oui. C'est échapper à la Chaque couple de réalisateurs et de monteurs change. Ça se renégocie à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'on change de sujet, on renégocie le rapport de force, mais il y a un rapport de force, ça c'est évident. Moi, je crois qu'il y a une question de rapport de force, mais je pense que et ça c'est très important, et juste je voudrais rebondir sur ce que Paul disait tout à l'heure, justement sur... C'est affreux, enfin, un gros documentaire, les longs montages comme ça, c'est une plaie, enfin c'est super, oui, on fait le métier qu'on aime, hein. Je vais pas me plaindre, et puis c'est bien quoi de vivre de ça. Mais c'est des moments, là on en parle comme ça, de façon légère, etc. Ça peut être des vrais moments de chaos psychique, parce que tout à coup quelque chose dont on sent que dont on sentait que ça avait un sens, etc. Tout à coup c'est comme si c'était des lambeaux d'images, des lambeaux de paroles. Il y a vraiment aussi une expérience de désintégration. Souvent, d'ailleurs, c'est plein d'étapes. C'est-à-dire qu'au début, on est très content du premier ours, et puis après, le film se défait, puis après, c'est beaucoup de montagnes russes. Donc, ce que je veux dire... Il n'y a rien de linéaire là-dedans. Comment ? C'est jamais linéaire. Rien n'est linéaire, et surtout, il y a vraiment des expériences de désintégration. D'ailleurs, il y en a plein, des histoires horribles de montage. C'est-à-dire de perte de contrôle. De perte de contrôle, de désintégration. Enfin, moi, vraiment, je me souviens de moments très difficiles, par exemple, sur Dissident et maintenant, je suis un petit peu plus calme sur les films. Mieux. Ce que je veux dire, c'est que ce que je crois, Paul est un producteur exceptionnel, pardonnez-moi de vous le dire, c'est que je pense que, évidemment, le producteur, c'est aussi le principe de réalité, c'est aussi donc le tiers, c'est la réalité, etc. Mais c'est aussi, et ça, beaucoup de producteurs, surtout pour des télévisions, oublient, je pense que télévision, cinéma, c'est un petit peu la même chose, parce qu'il y a toujours soit le distributeur, soit le diffuseur, ce sont des gens qui sont dans la peur, qui amènent la peur. Et on a déjà soi-même très peur. Quand on vous montre un film comme ça, quand on balance un film de 4 heures, etc., on peut avoir peur, on peut se dire, putain, non mais ça, jamais. C'est-à-dire, il y a le producteur, c'est aussi celui qui, d'abord, a l'intuition, une sorte d'intuition, que oui, il y a quelque chose là, il y a quelque chose, d'accord, mais, et qui n'a pas peur. Et je peux vous dire que des producteurs qui n'ont pas peur et qui ont suffisamment d'énergie, d'espérance,
pour vous dire, bon, vas-y, continue, ne fais pas quand même un montage de 25 000 semaines, mais vas-y, enfin, pour saisir ça, en fait, il n'y en a pas beaucoup sur la place de Paris. Ça, je le certifie, et c'est pour ça que c'est tellement, enfin, que vraiment le montage est une expérience comme ça très intéressante sociale, je veux dire interaction sociale aussi. Sophie, le rapport de force. Moi, oui, alors non, d'abord, je pense qu'un monteur, il doit d'abord écouter son réalisateur. Écouter vraiment, ouvrir grandes ses oreilles, ouvrir tout, recevoir tout, écouter et voir un peu à qui il a affaire. C'est-à-dire soit quelqu'un qui a peur, justement, et je pense que ça sert à rien non plus de rassurer, parce que la seule chose qu'il faut faire, c'est travailler. Alors, ça paraît un peu basique. Quoi Je vois une femme de radio qui me rappelle alors. De toute façon, il marche pas. Donc, on travaille et il y a une méthode, qui consiste à faire ce gros ours et puis ensuite d'écouter. Et de toute façon, moi, j'ai quelque chose, c'est que comment je pourrais dire, je suis d'abord tout ce que me demande le réalisateur, toutes ses idées. Je vais toujours dans le sens du réalisateur en premier. Puis j'ai un petit carnet là, où je note toutes mes petites idées que le réalisateur n'est pas encore prêt à entendre, parce qu'il y a des étapes et on peut pas les sauter, ces étapes. Et on peut pas dire non, mais ton idée, non, ça jamais je fais ça. C'est-à-dire que on peut pas faire ça parce qu'on va dans le mur directement et on va au chaos, parce que quand même, le réalisateur, quand il arrive dans la salle de montage, il a travaillé, il a écrit plein de versions de son scénario, de son dossier, on va dire. Il a écrit pour les chaînes, il a écrit pour le CNC, il a écrit, il a travaillé, il a tourné. Le monteur, lui, il arrive, il a monté un film avant, il a tout effacé, son cerveau est disponible, mais il peut pas prétendre savoir mieux que le réalisateur à quoi le film va ressembler, quoi. Donc je vais dans le sens du réalisateur, je note toutes mes idées dans mon petit carnet, et le petit carnet il ne sort que au moment propice. C'est-à-dire en général après le visionnage du producteur, qui apporte en général énormément, parce que le producteur il a une vision, il arrive, il voit cet ours très gros, très mal fichu, indigeste, et en général il dit quelques phrases qui sont complètement déterminantes pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il donne vraiment la voix. Et là, je relis mes petites notes et je vois ce qui va dans le sens de cette étape-là, c'est-à-dire ce qui peut éventuellement débloquer certaines situations. Je dis pas qu'on a toutes les solutions, on les a pas, on essaye. Et le bonheur, c'est quand on a assez de temps pour essayer une idée, puis une autre, une construction. Voilà. Donc en général, on sort pas d'une salle de montage sans avoir la certitude que le film, c'est celui-là. Et effectivement, je suis d'accord, il y a un seul film. Il n'y en a pas 3, 4 différents, il y en a un. Ah non, moi je pense qu'il peut y avoir un incident avec la bâtisse. Et alors j'ai des anecdotes de montage où on renonce à des séquences. Évidemment, on peut toujours argumenter avec le réalisateur, on peut toujours lui expliquer que son personnage absent, il traverse tout le film et qu'il a insufflé sa vie au film et qu'il est là autrement. On peut toujours argumenter. Bon, je vois bien qu'on ne convainc pas toujours. Mais c'est vrai que moi, je trouve que le film se révèle, et il y a toujours un moment dans la salle de montage où, en regardant ça, le film nous dicte sa forme, quoi. Un moment. Donc, le moment où tu sors ton carnet, et je me parle en connaissance de cause, est un moment violent. Mais ça ne tient pas absolument pas à toi, ça tient à cette confrontation dont on parle justement entre ce que tu peux voir dans le premier montage effectué et ce que le réalisateur voudrait y voir et qui n'est pas dans les images montées. Est-ce que oui, quand on s'est rencontrés pour monter ton film, donc Agnès avait fait sa thèse sur le sujet, donc ça n'aide pas. Ça aide. Comment? Je dis ça n'aidait pas ou ça aidait? Ça aidait et en même temps, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que un film ne peut pas tout. Enfin, disons qu'on pouvait pas tout mettre toute la thèse d'Agnès dans son film. Il allait falloir. Bon, c'est un peu ancien, donc je te laisse peut-être rebondir là-dessus, mais. Dans cette thèse. Une thèse d'histoire. Le film il était tourné de toute façon. Il faut trouver le film peut-être. Anaïs qui part d'une formation d'historienne aussi, qui avait commencé une thèse qu'elle
qu'elle n'a pas achevé puisque tu es passée à ce métier-là. Mais c'est intéressant aussi de voir que c'était un choix de forme aussi. Tu peux nous parler de cette différence? Je vais prendre ton dossier alors comme exemple. Donc c'est un jury qui donne une bourse d'aide à l'écriture pour des projets de documentaires d'histoire. Et on voit arriver cette jeune femme. Donc je pense que t'avais soutenu peu de temps avant, quelques années avant, 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. T'avais pas encore soutenu. Avec un dossier par ailleurs très bien écrit, ce qui est rare, un dossier très bien écrit, c'est un dossier assez épais mais très agréable à lire, où effectivement elle nous proposait une grande fresque sur l'histoire du cinéma polonais des années 70. C'était un sujet qu'on connaissait pas pour la plupart, et le dossier était valorisant aussi pour ces lecteurs néophytes sur le sujet, parce que on avait l'impression d'apprendre énormément de choses. Donc un dossier qui faisait bonne impression comme ça, mais dans lequel finalement, et je crois que c'est pour ça que tu as eu le prix, mais c'était un prix partagé, etc. L'histoire était formidable, mais on n'avait pas de film. Ou plutôt, on avait, si éventuellement il y avait une idée de film, il y avait une saga de 10 heures qui n'était pas tout à fait l'objet, et puis qui n'est pas tout à fait très en vogue sur le marché du documentaire d'histoire en ce moment, sauf pour Jérôme Prieur et Mordilla. Mais Mordilla, ils font des braquages, c'est différent. Voilà, ils font des putschs. Voilà. Et je crois que c'est ça aussi le souci que rencontrent beaucoup de monteurs à Radio France, parce que une des politiques de France Culture, il y a quasiment que France Culture qui fait du documentaire à Radio France, hein, voilà. C'est que régulièrement on accueille de nouveaux réalisateurs. Alors je dis réalisateur parce que vous comprenez ce que ça veut dire, mais en radio on dit producteur. Mais je vais pas vous raconter pourquoi, parce que ça va tout brouiller, mais les rôles sont les mêmes en gros. Je suis productrice, mais en fait je suis la réalisatrice du documentaire. Bref. Et donc on accueille de nouveaux réalisateurs qui n'ont jamais fait de documentaire. Et donc du coup il y a un rôle de formation très très fort des monteurs pour leur expliquer ce qu'est un documentaire, comment on va faire. Et là où ça devient très compliqué, c'est qui va faire quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de qui va faire quoi. Nous, on n'a pas de producteur. On n'a pas de Paul Rosenberg qui passe dans la salle de montage, jamais. D'ailleurs, personne n'écoute les documentaires, à part moi, la réalisatrice, la monteuse, et éventuellement le technicien du son qui travaille avec nous. Personne n'écoute le documentaire avant sa diffusion. Donc la responsabilité est entièrement sur nous. Et même moi, je diffuse des documentaires dans une émission qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire, qui est dirigée par Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin écoute les documentaires en direct. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on se débrouille à 2, 3, ça dépend un peu de l'implication du technicien. Pendant le tournage, en général, on part tourner ensemble le plus possible. C'est-à-dire que le monteur est là, aussi pendant qu'on enregistre les entretiens, aussi pendant qu'on enregistre les ambiances, aussi pendant qu'on fait les recherches discographiques, d'archives, etc. Machin. Même si c'est moi qui dirige l'équipe, tout le monde est là, et donc on crée un objet commun le plus possible. Après, en salle de montage, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Effectivement, il y a une intimité, effectivement, il y a du rapport de force, effectivement, chacun négocie aussi sa place en tant que réalisateur et en tant que monteur, et on essaye de se respecter l'un l'autre, mais aussi de respecter un peu ce qu'on est. Moi, je suis un peu facho dans une salle de montage. J'ai tendance à vouloir dicter mon film. Voilà, je le sais très bien. Et du coup, j'essaye quand même au maximum d'essayer quand même de profiter des autres. C'est quand même très dommage de faire des films, des documentaires tout seul. Mais cette alliance-là, elle est, en fait, ce troisième-là, c'est-à-dire ce producteur qu'on n'a pas, il faut qu'on le trouve à 2. Il faut qu'on le trouve à un endroit. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai jamais demandé à personne de passer en cabine de montage pour m'aider sur un truc sur lequel on était coincé. On arrête, on va faire un tour, etc. Mais 5 semaines de production, vous n'avez pas le temps en fait de douter très longtemps. Voilà. C'est une nuit, c'est une demi-journée, ce sera jamais plus. Je vais devoir jouer mon horrible rôle de coproductrice de ce colloque et d'affronter le principe de réalité et du temps qui passe. On va peut-être prendre une toute dernière petite question, François, et en entendant une toute petite courte réponse. Il me semble qu'il y a une grosse différence entre le travail de montage fiction et le travail de montage documentaire. Et c'est la suivante.
quand on est dans la salle de montage en fiction, le monteur et le réalisateur ont en principe le même scénario dans la tête. Il va s'agir d'ajuster les scènes. En documentaire, il se passe quelque chose de très intéressant, qui peut être très productif ou très conflictuel, c'est que le réalisateur a un avantage sur la monteuse ou le monteur, c'est qu'il connaît le contexte dans lequel cette interview, cette situation, ce coup de poing, cette gifle, cette porte ouverte, s'est déroulée. Mais la monteuse ou le monteur a un autre avantage, c'est que lui, il voit les images et que le contexte, il ne l'a pas dans la tête. Et donc, si ce n'est pas dans les images, ça n'existe pas. Et donc, c'est la résolution de ce conflit qui va se jouer. Est-ce qu'on peut, par un montage subtil, intelligent, recontextualiser la chose pour que l'idée maîtresse de cette scène représente pour les réalisateurs puisse passer dans le montage, ou est-ce que c'est impossible et il faut l'abandonner? Voilà, là j'ai un exemple. J'ai un exemple de deux situations qu'on pourrait penser analogues, mais qui en fait ont eu des résolutions très différentes. Dans le film d'Ania, qui est un film sur le cinéma des années 70 et de leur rapport aux politiques, c'est-à-dire à la censure de l'époque, elle avait interviewé Andrzej Wajda. Et Wajda commence l'entretien en disant « Vous placez mal votre caméra, au lieu de la mettre là, vous mettez là, j'ai l'air d'un con sur cette image ». Et comme le film parlait de cinéma, on a discuté avec Ania et on est convenu que l'image avait du sens. Elle avait du sens dans le film et donc on pouvait la laisser. Dans le film d'Alexandru Solomon, il y avait un entretien avec un bourreau qui avait torturé de la sécurité, qui avait torturé des gens, des gens qui étaient encore témoins dans le film, donc une femme qui avait été torturée par cet homme. Et à la fin de l'entretien, le bourreau se lève et veut étriper mon réalisateur en direct là devant la caméra. Et il veut lui casser la figure. Et Alexandru, il voulait absolument qu'on mette ça pour montrer la violence du bourreau. Et on sortait du dispositif du film dans un premier temps, et ce fameux hors contexte, pas hors champ, mais on peut dire, on sortait à ce moment-là complètement de la narration, on sortait aussi du film pour que le réalisateur tout d'un coup prenne une place hors champ qu'il n'avait jamais à aucune minute dans le film. Donc, à force d'argumentation, je lui ai dit que la violence du bourreau était plus visible en relation avec l'histoire qu'on racontait, que tout d'un coup, cet éclat, et donc on l'a coupé. Oui, je raconte beaucoup, hein. Ça a été des journées de négociation. Voilà, un peu pour dire que le contexte, la contextualisation, c'est un exemple. Merci Sophie. Oui. Désolée, je vais devoir... C'était très clair de Ah oui. Et puis le personnage du réalisateur, vous ne l'aviez pas construit tout au long du film. Donc il surgissait, le personnage d'Alexandru en tant que personnage du film ne pouvait pas surgir de manière spontanée à ce moment-là. Bien, je vous propose de continuer les échanges autour d'un petit café. On va faire une pause de 10 minutes et on reprend dans 10 minutes à la table ronde suivante. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à toi.